Monsieur qui va nous parler de l'HPC, le High Performance Computer. C'est l'ordinateur que nous avons, le campus Chaltarsas, et qui est donc exploité dans le domaine de la recherche. Bon, ce centre, il est équipé de plusieurs salles. La salle la plus importante, c'est la salle du cluster en lui-même. Donc c'est là où se trouve la machine. C'est une salle blanche équipée de 32 nœuds. 32 nœuds, c'est pour dire c'est 32 serveurs. Donc c'est les machines qu'on a vues précédemment, on les appelle nœuds. Donc chacune d'elles est protégée par des onduleurs de 20 kVA et un autre de 2,5 kVA. Et elle est constamment surveillée par deux caméras pour ne pas avoir de risque de chaleur pour ces machines. Nous avons aussi une salle de développement, une direction et une salle d'exploitation. La salle d'exploitation, on l'a fait au début parce qu'on dédie 4 terminaux, c'est 4 micros qui sont dédiés pour les chercheurs pour pouvoir accéder à la machine, au cluster via ces terminaux. Ensuite, nous avons bien sûr trouvé une autre solution, c'est de fournir l'accès à cette machine, au cluster, à partir d'Internet. Donc on peut faire les calculs à partir de sa maison. Organisation du centre de calcul, nous avons un responsable HPC, un président de comité scientifique qui est en train d'être défini par M. le recteur, une administration HPC et un responsable de l'exploitation du cluster urbain. Bon, notre mission pour ce centre de calcul, on veille bien sûr au bon fonctionnement du cluster parce que c'est des machines qui sont fragiles, qu'on doit surveiller tout le temps. On est même obligé de se déplacer chaque week-end, de voir est-ce qu'il est dans la bonne température, est-ce que les machines ne se réchauffent pas. Donc il faut toujours surveiller les machines. Et ensuite, partager des ressources au sein de la communauté scientifique. Et j'insiste sur le terme de partage. Donc c'est des ressources universitaires et elles sont partagées pour toute la communauté scientifique. Et on arrive même à partager ces ressources avec d'autres universités algériennes, comme l'université de Bjaya, l'université Constantine II et l'université de l'ENS. Et on a ajouté, et je pense que c'est un pilier très, très important, c'est les formations pour les utilisateurs qui sont des chercheurs et des docteurs. Parce qu'on a remarqué que c'est vrai que nous avons un grand calculateur, un supercalculateur, mais des fois il est sous-utilisé. Donc au lieu d'utiliser le calculateur avec ses performances en calcul parallèle, on utilise seulement le calcul séquentiel et c'est comme si on n'utilise même pas 1% de ses capacités. Moi je vous donne quelques caractéristiques du cluster. C'est 72 cœurs de calcul, 22 Tera de stockage, 32 nœuds c'est 32 machines et 64 gigaoctets de machines. Moi, pour calculer les performances d'un cluster ou d'un supercalculateur, c'est en teraflops. En teraflops, nous avons à peu près 2,171 teraflops par seconde. C'est le nombre d'opérations en virgule flottante par seconde. Donc c'est la performance de notre calculateur. Bon, comment accéder au cluster? Bon, il suffit de faire partie d'un projet scientifique. Hein. Et pour accéder physiquement au cluster, nous avons des machines connectées sur le même réseau local de la salle d'exploitation. Et nous avons aussi un calcul via Internet en respectant une charte d'utilisation
que nous avons déjà établie qui doit être signée. La commande elle est devant vous, je vais essayer de la rappeler. Bon, le logiciel installé sur le Rummel, j'ai oublié de vous dire que voilà, le Rummel c'est le cluster en lui-même. Donc chaque supercalculateur a un nom. Et le nom de Rummel a été proposé par monsieur le recteur. Donc le nom du supercalculateur de l'université s'appelle Rummel. Les logiciels qui sont installés sur Rummel, donc c'est Abinit, YT, Enzo, Siesta, Quantum, Langage C, Python, etc. Donc, et ces logiciels sont installés à la demande. Donc chaque fois qu'il y a une demande, on installe le logiciel. Donc s'il y a un chercheur qui va nous demander moi j'ai fait travail avec tel logiciel, on essaie d'installer le logiciel, à condition que ce logiciel, ou il a une licence, ou il est en open source. Moi, je vous donne un petit exemple des projets qui sont en cours, qui sont actuellement en cours sur l'HPC. Bon, nous avons quelques noms et des projets qui sont en cours, qui sont devant vous. Nous avons l'Université Constantine II, nous avons 2 projets. L'Université de Bjaya, nous avons 4 projets. L'Université Constantine, nous avons 4 projets. Ils sont déjà en cours. C'est un exemple, nous avons plus de projets actuellement. Bon, ça, c'est l'accès. C'est une image que j'ai faite ce matin même de ma maison. C'est pour voir un peu quels sont les projets qui sont en cours de fonctionnement, les jobs qui sont en cours de fonctionnement. Donc je reviens sur l'utilisation du cluster Rummel en 2017-2018. On voit bien que c'est beaucoup plus les chimistes, les physiciens qui utilisent le Rummel. Donc quelques autres laboratoires. Mais la majorité des laboratoires, c'est des laboratoires de chimie ou de physique. L'utilisation du cluster Rummel par les universités. Nous avons l'Université de Bjaya qui se connecte souvent sur le cluster, l'Université Constantine II et bien sûr notre université. Et même l'ENS, nous avons 2 projets ENS. Bon, je reviens sur la formation et l'accompagnement des utilisateurs. C'est un point qui est très important. Et nous avons initié une formation l'année dernière sur l'utilisation de Python au niveau 1 et niveau 2, en partenariat avec l'Université d'Amsterdam. Et nous avons fait une première session. Nous comptons faire une deuxième session cette année au mois de février. Nous avons aussi fait des journées portes ouvertes HPC pour expliquer aux utilisateurs de la communauté universitaire quelles sont les ressources qui sont offertes par le HPC. Et nous avons travaillé avec M. Bouaïcha, en partenariat avec lui, sur la formation sur ArcGIS, juin 2018. Nous avons aussi fait des portes ouvertes en novembre 2018. Ça, c'est les photos des formations qu'on a ici. Bon, les formations et les événements qu'on va organiser en 2019. On va organiser une formation sur Python niveau 1 et niveau 2, une formation sur ArcGIS, et une formation sur l'introduction sur l'HPC, une formation sur le machine learning, une formation sur scripting. Donc c'est l'ensemble de formations qu'on va essayer de faire. Voilà. Et un événement, je pense, majeur dans la vie de l'HPC, on va essayer d'organiser les journées HPC Days. HPC Days. Je pense, dans les environs de 17-19 mars 2019, avec un partenariat avec l'Université d'Amsterdam, avec 10 000 professeurs qui font presque le même profil que nous. Donc ils essaient de partager leur expérience et comment utiliser l'HPC, que ce soit en sciences ou en industrie. Donc c'est l'impact de l'HPC dans le domaine économique et aussi dans le domaine de la recherche. Bon, c'est tout pour elle.
Vous avez une deuxième présentation? La deuxième présentation, c'est le campus numérique. Ah, sur le tablette. Je vais essayer de faire rapidement. Donc, je vais faire une présentation sur le contrôle continu sur tablette. Pour les gens pour les assistants qui ont déjà assisté l'année dernière, nous avons tenté une expérience sur tablette ici même. Et on a utilisé des tablettes pour faire des contrôles continus. Avec l'aide du professeur Hamiti, je ne sais pas s'il est là. Là. Donc, on a essayé de faire l'expérience l'année dernière. Et on a continué notre travail. Et on a essayé, avec M. Hamiti, de faire des contrôles continus, mais en vrai. Donc nous avons fait des groupes et on a fait des contrôles en réel. Bon, la première fois qu'on a fait cette expérience, on avait cette structure. C'était une solution sans serveur, peer-to-peer. Elle peut accéder à plusieurs plateformes, soit Android ou autre. Et on pouvait envoyer les résultats, que ce soit par SMS ou par Internet. Ça, c'était la première version, en 2017. Bon, les principaux résultats, c'est la correction automatique, l'envoi des résultats par email à l'enseignant, l'envoi des réponses triées par question, et on peut évaluer ces examens par des outils pour pouvoir, par exemple, assurer une qualité de la formation, ce qui est la remédiation. Bon, en 2018, on a un peu changé la façon de faire de cette application. On a toujours les tablettes, mais on a ajouté une base de données. Une base de données, on a plusieurs questions. Donc on a des questions, je vais citer l'exemple, 9 questions, et chaque étudiant a sa propre copie de l'examen. Donc l'étudiant peut avoir 2 questions différentes, le deuxième d'autres questions, et le troisième d'autres questions. Donc chacun a son examen sur la tablette. Donc c'est la même solution, mais on a ajouté une base de données avec une banque de questions. Voilà, on a ajouté une banque de questions. À chaque fois, chaque étudiant a son propre examen. C'est toujours les mêmes caractéristiques. Donc il y a plusieurs étudiants et autant d'examens que d'étudiants. C'est les photos de ces examens. Bon, pour les objectifs en 2019, on va essayer de garder la banque de questions, les serveurs, les tablettes, mais on va ajouter le cloud. Le cloud, c'est pas... Bon, on va ajouter les tablettes, mais pas pour la formation continue. Donc on va essayer pour le cloud, on va essayer d'un peu de faire de l'auto-évaluation. L'auto-évaluation des enseignants, sans que l'étudiant soit noté, il peut par exemple accéder à une banque de questions sur un domaine précis, ou une spécialité précise, ou une matière. Il peut faire son auto-évaluation. Il va voir un peu où est-ce qu'il en est, est-ce qu'il a bien révisé son cours. Donc on va essayer de mettre en place cette solution. Voilà, c'est terminé.